Le silence se fit épais et lourd dans la grande salle d'audience lambrissée, lorsque Elara, une enfant menue pour ses 8 ans, se dirigea d'un pas déterminé vers la barre des témoins. Un sourire condescendant se dessina sur les lèvres du juge Alistair Blackwood. « Je peux lire dans tes pensées », annonça-t-elle, sa petite voix, claire comme une cloche, portant sans effort jusqu'au fond de la pièce. Le juge laissa échapper un rire froid et sec, un son qui fit frissonner l'assemblée, jusqu'à ce qu'elle murmure la phrase qui allait tout faire basculer. « Je sais pour la femme que vous avez enterrée sous le sycomore. » Elara Vance n'était pas comme les autres fillettes de 8 ans de Cedar Creek. Alors que ses camarades s'échangeaient des secrets de cours de récréation et discutaient de dessins animés, Elara portait un fardeau ou un don que sa grand-mère appelait l'écho. Il lui venait par flash, des vagues d'images et de sensations qui lui révélaient les vérités que les autres s'efforçaient de dissimuler. Nana Serafina, sa grand-mère, avait reconnu ce don, car sa propre mère l'avait possédé. C'était un héritage familial capricieux qui sautait des générations. Elles vivaient ensemble dans une petite maison au charme usé par le temps, dans le quartier de Riverbend, où la plupart des familles noires de la ville résidaient bien avant que la ségrégation ne soit officiellement abolie. Même si les lois avaient changé, les lignes invisibles qui divisaient Cedar Creek restaient fermement tracées. L'intelligence d'Elara était un phare dans sa vie par ailleurs compliquée. Elle lisait des livres destinés aux lycéens et résolvait des problèmes de mathématiques qui laissaient ses professeurs perplexes. Pourtant, cette même brillance faisait d'elle une paria. Les autres enfants la traitaient de fille sorcière et de monstre, la laissant s'isoler pendant la récréation, déjeunant seule à une table dans un coin. Leurs mots cruels la piquaient au vif, mais Elara s'était endurcie dans la solitude. La vie n'avait jamais été un long fleuve tranquille pour la famille Vance. Nana Serafina cumulait 2 emplois. Le jour, elle nettoyait les grandes maisons des familles blanches et riches de l'autre côté de la ville. La nuit, elle frottait les sols de l'hôpital du comté. Elle joignait les 2 bouts, mais à peine. La maison qu'elles habitaient avait abrité 3 générations de Vance, louées à la même famille depuis près de 60 ans, sur la base d'un accord verbal qui les avait protégées de la flambée des prix de l'immobilier à Cedar Creek. Tout bascula lorsque le propriétaire d'origine décéda et que son fils Silas Croft, un homme aux yeux froids et à l'ambition dévorante, reprit la gestion des biens. L'avis d'augmentation de loyer arriva un mardi matin. Le montant avait presque doublé, accompagné d'une note laconique expliquant que des ajustements du marché exigeaient cette hausse. Les mains de Nana Serafina tremblèrent en lisant le courrier, sachant pertinemment que même en cumulant ces 2 salaires, elle ne pourrait jamais couvrir cette nouvelle somme. « Ils veulent nous faire partir », dit-elle à Elara ce soir-là, sa voix empreinte d'une fatigue résignée alors qu'elle partageait un modeste repas. « Ils essaient de chasser les nôtres de ce quartier depuis des années. Le terrain vaut plus sans nous dessus. » Elara observa le visage de sa grand-mère, gravé par le temps et le labeur, et vit les rides se creuser davantage sous le poids de l'inquiétude. « On ne peut pas les laisser prendre notre maison, » déclara fermement Elara. « C'est ici que maman a grandi, c'est ici que tu as grandi. » Nana Serafina hocha lentement la tête, la détermination remplaçant peu à peu la peur dans son regard. « Tu as raison. Mon père a construit ce porche de ses propres mains, ton arrière-grand-mère a planté ce magnolia dans le jardin. » Elle redressa ses épaules fatiguées. « Nous allons nous battre. » Le lendemain matin, Nana Serafina se rendit au bureau d'aide juridique du centre-ville, un lieu où les visages étaient majoritairement noirs ou bruns, tous cherchant de l'aide contre un système qui semblait conçu pour les broyer. On lui assigna Madame Imani Rowe, une jeune avocate métisse, vive et passionnée,
qui s'était forgé une réputation en acceptant des cas que d'autres considéraient comme perdus d'avance. Ils n'ont pas le droit de doubler votre loyer comme ça, sans préavis valable, expliqua Madame Rowe, sa voix pleine d'assurance. De plus, il y a des problèmes d'habitabilité qu'ils ont ignorés pendant des années. Nous avons de solides arguments pour contester cela devant un tribunal. Ce soir-là, alors que Nana Serafina expliquait le plan d'action pour leur audience, Elara sentit une étrange vibration à la base de son crâne, une sensation qui précédait toujours une venue de l'écho. Une image fulgurante traversa son esprit. Un homme blanc au visage sévère, drapé dans une robe noire, la bouche tordue de dégoût. Le nom Blackwood résonna dans ses pensées, un nom qu'elle n'avait jamais entendu auparavant. « Qui sera le juge ?» demanda-t-elle soudainement. Nana Serafina parut surprise. « Je ne le sais pas encore, mon trésor. Pourquoi demandes-tu cela ?» Elara haussa les épaules, ne voulant pas alarmer sa grand-mère avec l'obscurité qu'elle avait ressentie autour de ce nom. Juste comme ça, à l'approche de la date d'audience, Nana Serafina rassembla méticuleusement des documents, des reçus pour des réparations qu'elle avait payées de sa poche, des copies de lettres demandant des travaux d'entretien restés sans réponse, des photos du toit qui fuyait et du système de chauffage défaillant. Mais Elara ne pouvait se défaire du sentiment de funeste pressentiment qui grandissait en elle jour après jour. La veille de leur audience, elle fit un rêve d'une vivacité terrifiante, le clair de lune filtrant à travers les larges feuilles d'un sycomore, les cris désespérés d'une femme soudainement réduits au silence, et le son rythmé d'une pelle remuant la terre pour recouvrir quelque chose qui n'aurait jamais dû être enterré. Elle se réveilla en haletant, les draps trempés de sueur. « Je dois venir avec toi demain », dit-elle à sa grand-mère au petit déjeuner. Sa grand-mère fronça les sourcils. « Le tribunal n'est pas un endroit pour un enfant, ma chérie, surtout pas un tribunal du logement. Madame Rowe a dit que ça pourrait mal se passer. »« Je dois être là, » insista Elara, sa voix portant une autorité qui dépassait de loin ses 8 ans. « Quelque chose d'important va se passer. » Nana Serafina étudia le visage de sa petite fille, reconnaissant ce regard lointain qui signifiait que l'écho était à l'œuvre. Elle soupira profondément. « Très bien. Mais tu restes silencieuse et respectueuse, tu m'entends ? Ces tribunaux ne prennent déjà pas les gens comme nous au sérieux. » Elara hocha la tête solennellement. Les images de son rêve hantant toujours ses pensées. Elle ne comprenait pas encore pourquoi elle devait être dans cette salle d'audience, mais elle savait, avec une certitude absolue, que le lendemain, tout allait changer. Le palais de justice du comté de Cedar Creek se dressait tel un monument au pouvoir, ses imposantes colonnes de marbre blanc contrastant violemment avec les bâtiments modestes de Riverbend. Construit au XIXe siècle, il fut un temps où les citoyens noirs n'avaient pas le droit de franchir ses portes d'entrée. Bien que ces règles explicites aient disparu, les barrières invisibles demeuraient. Elara les sentit en gravissant les larges marches, serrant fort la main de sa grand-mère. Les agents de sécurité les scrutèrent avec une suspicion à peine voilée, vérifiant 2 fois la pièce d'identité de Nana Serafina, tandis que les visiteurs blancs passaient sans encombre. « Tiens-toi droite », murmura Nana Serafina. « Souviens-toi de ce que je t'ai appris. Ils s'attendent à ce que nous baissions la tête. Ne leur donne pas cette satisfaction. » À l'intérieur, les couloirs caverneux résonnaient de voix étouffées. Des portraits de juges blancs au visage sévère ornaient les murs. Pas une seule personne de couleur parmi eux. Elles retrouvèrent Madame Rowe, qui les attendait, le visage tendu. « Ils ont changé notre juge ce matin », dit-elle à voix basse, les sourcils froncés d'inquiétude. « Nous avons été affectés à la salle d'audience du juge Alistair Blackwood. » Le nom envoya une décharge électrique à travers le petit corps d'Elara. Blackwood, l'homme de sa vision. « C'est une mauvaise nouvelle ?» demanda Nana Serafina,
bien que le ton de sa voix suggérât qu'elle connaissait déjà la réponse. Madame Rowe hésita. Le juge Blackwood a une réputation. Il est connu pour être particulièrement strict sur les droits de propriété et il n'a que très peu de patience pour les plaintes des locataires. Ce qu'elle ne dit pas, mais que toute la communauté noire savait, c'est que le juge Blackwood n'avait jamais, en 15 ans de carrière, statué en faveur d'un locataire noir contre un propriétaire blanc. Jamais. « C'est lui », murmura Elara, mais aucune des deux femmes ne l'entendit. La salle d'audience elle-même était intimidante, avec ses hauts plafonds et son bois sombre. Le banc surélevé où le juge siégerait dominait littéralement toute la pièce. Elles s'assirent sur les bancs de bois dur. Le juge Blackwood entra, un homme grand et imposant dans la cinquantaine, aux cheveux poivre et sel, et aux yeux d'un bleu glacial. Quand il s'assit, Elara sentit une vague de ténèbres émaner de lui, si puissante qu'elle dut s'agripper au banc pour ne pas vaciller. Les affaires défilèrent. Finalement, Vance contre Croft Properties fut appelé. Madame Rowe s'avança, Nana Serafina à ses côtés. De l'autre côté se tenait Silas Croft avec son avocat, dont le costume sur mesure évalait probablement plus que 3 mois de loyer de Nana Serafina. Le juge survola à peine les documents présentés par Madame Rowe, son expression empreinte d'ennui. « Votre honneur, » commença Madame Rowe, « Madame Vance est une locataire exemplaire depuis plus de 50 ans. Cette augmentation de loyer de près de 100% est abusive, d'autant plus que le propriétaire a négligé ses obligations d'entretien. » L'avocat de Croft intervint doucement. « Votre honneur, mon client ne fait qu'ajuster le loyer au taux du marché. La propriété a été sous-évaluée pendant des années par pure courtoisie. » Le juge hocha la tête. « Je ne vois aucune trace de ces prétendues demandes d'entretien dans le dossier. Votre honneur, je les ai soumises au greffe hier, » protesta Madame Rowe, la confusion se lisant sur son visage. Le juge haussa les épaules. « Eh bien, elles ne sont pas là maintenant. Sans documentation, je ne peux que statuer sur les faits qui me sont présentés. » Il leva la main pour la faire taire. « Monsieur Croft a le droit de fixer le prix du marché pour sa propriété. Si Madame Vance ne peut pas se le permettre, il est peut-être temps pour elle de trouver un logement plus adapté. » Elara sentit la colère monter en elle. Ce n'était pas la justice, c'était une mascarade. D'autres images inondèrent son esprit. Le sycomore, le clair de lune, le visage terrifié d'une femme, et le juge Blackwood, plus jeune mais reconnaissable, ses mains couvertes de terre et de quelque chose de plus sombre. Avant de pouvoir se retenir, Elara se leva. « Je dois parler, » dit-elle, sa voix résonnant dans le silence soudain. Madame Rowe se retourna, les yeux écarquillés d'alarme. « Elara, non !» Mais Elara s'avançait déjà, ignorant l'huissier qui bougeait pour l'intercepter. Le juge Blackwood la foudroya du regard. « Jeune fille, retournez à votre place. Ce n'est pas un terrain de jeu. » Et Elara s'arrêta juste devant le banc, le fixant avec une intensité inébranlable. « Je peux lire dans vos pensées, » annonça-t-elle. Des murmures parcoururent la salle. Le juge esquissa un sourire méprisant. « Ah oui? Et à quoi suis-je en train de penser, petite fille ?» Elara ne sia pas. « Vous pensez que personne ne sait ce que vous avez fait à Léona Vance il y a 20 ans. Vous pensez au sycomore sur Riverside Road et à la profondeur à laquelle vous avez dû creuser cette nuit-là, quand la lune était pleine. » Le sourire du juge s'évanouit comme une flamme dans une tempête. Son visage, auparavant rougeau d'une autorité arrogante, devint cireux. La salle d'audience tomba dans un silence si complet que le tic-tac de l'horloge murale résonnait comme des coups de marteau. « Qu'as-tu dit ?» murmura le juge Blackwood, sa voix soudainement rauque. L'écho déferla sur Elara, une vague d'électricité inondant son esprit de détails d'une clarté cristalline. « Léona Vance, répéta-t-elle.
Elle avait les cheveux blonds et portait toujours un médaillon en argent avec une pierre bleue. Vous vous êtes disputé avec elle cette nuit-là, près du grand sycomore, là où la rivière fait un coude. Elle a dit qu'elle avait des preuves et qu'elle allait dire à tout le monde ce que vous aviez fait. Le juge serra son maillet si fort que ses jointures blanchirent. C'est absurde. Huissier, sortez cet enfant immédiatement. Mais Elara continua, alors que l'huissier hésitait, visiblement décontenancé. Vous aviez une pelle dans votre camion noir. Vous l'avez frappée quand elle s'est retournée pour partir. Vous l'avez enterrée profondément et vous avez jeté son sac dans la rivière. Mais vous avez gardé son médaillon. Il est toujours dans le tiroir de votre bureau à la maison, caché sous un faux fond. Le visage du juge se tordit de rage et de pure terreur. C'est scandaleux. Cet enfant est clairement perturbé. Il frappa son maillet, mais le son ne fit qu'accentuer la tension palpable. Madame Rowe se précipita, se plaçant entre Elara et l'huissier. Le juge se leva brusquement, la sueur perlant sur son front. « Cette audience est ajournée, videz la salle !» Mais sa façade autoritaire s'effondrait. Ses mains tremblaient si violemment qu'il fit tomber une pile de papier. Une vieille greffière dans un coin haleta de façon audible. « Léona Vance, dit-elle, cette jeune journaliste qui a disparu. Ils ont dit qu'elle avait quitté la ville. » Le procureur de district, présent pour une autre affaire, se pencha en avant, l'air soudain très intéressé. Le juge Blackwood chancela en arrière, s'effondrant sur sa chaise. « C'est un complot, balbutia-t-il, desserrant son col comme s'il suffoquait. Il réussit finalement à se relever. « L'audience est levée !» cria-t-il, avant de fuir par sa porte privée. Alors qu'il disparaissait, Elara vacilla, l'intensité des visions la submergeant enfin. L'obscurité voila sa vue, et Nana Serafina l'attrapa juste à temps. « Sainte Mère de Dieu !» murmura-t-elle, « qu'as-tu fait, mon enfant ?» La salle d'audience avait sombré dans le chaos. Des journalistes prenaient frénétiquement des notes ou se précipitaient pour passer des appels. Madame Rowe rassembla leurs affaires à la hâte. « Nous devons la faire sortir d'ici. » Derrière eux, le procureur de district était déjà au téléphone, son expression grave, jetant des regards répétés vers le fauteuil vide du juge. Le trajet de retour se fit dans un silence tendu. « Ils vont s'en prendre à elle », murmura Nana Serafina. « Une enfant noire accusant un juge blanc dans cette ville ?» Madame Rowe hocha la tête, ses jointures blanches sur le volant. « Restez à l'intérieur, ne parlez à personne. » Pendant ce temps, au poste de police, le détective Elias Vance, le jeune frère de Léona, était assis seul, fixant son écran. Le nom de sa sœur, murmuré dans les couloirs du palais de justice, avait ravivé une douleur vieille de 20 ans. Il avait toujours su que l'enquête sur sa disparition avait été bâclée. L'affaire, classée en 3 jours, concluait qu'elle était partie volontairement. L'enquêteur principal était le beau-frère du juge Blackwood. Trop de coïncidences. Son téléphone sonna. C'était un contact au palais de justice. « Elias, tu ne croiras jamais ce qui s'est passé. Une petite fille a accusé Blackwood du meurtre de ta sœur, avec des détails que personne ne pouvait connaître. » Elias raccrocha, le cœur battant à tout rompre. Il imprima le maigre dossier de l'affaire et le glissa dans son sac personnel. À la maison des Vance, le téléphone sonna. C'était le juge Blackwood. « Faites taire votre enfant perturbé ou vous le regretterez, » dit sa voix glaciale. Nana Serafina raccrocha, la main tremblante. La pression monta. L'avocat du propriétaire appela, offrant d'annuler l'augmentation de loyer si elle signait une déclaration rétractant les accusations d'Elara. Le directeur de l'école suggéra qu'elle prenne un peu de temps libre. Le soir, une voiture noire aux vitres teintées se gara en face de leur maison et y resta jusqu'à l'aube. Madame Rowe arriva tôt le lendemain. L'histoire se propage, mais ils essaient de la contrôler, dit-elle en tendant une coupure de presse. L'article discréditait habilement une jeune enfant perturbée sans mentionner Blackwood.
Au même moment, le détective Vance reconstituait les derniers jours de sa sœur. Son dernier article portait sur des transactions foncières douteuses profitant à des promoteurs liés à Blackwood. Le carnet de notes de Léona de cette période avait mystérieusement disparu des scellés. Et Lara, elle, luttait avec des visions de plus en plus vives. « Il a gardé son badge de presse », murmura-t-elle en faisant la vaisselle. « Il est dans une boîte à son sous-sol, avec son enregistreur. » L'après-midi, leur boîte aux lettres fut remplie de lettres de haine raciste. Le mot « menteuse » fut peint en rouge sur leur marche. Madame Daniels documenta tout. « Les gens prennent position », expliqua-t-elle. « Les alliés de Blackwood sont puissants et en colère. » Le détective Vance demanda officiellement le dossier original de la disparition de Léona. Son supérieur le convoqua. « Laisse tomber, Elias », lui dit-il sèchement. « Blackwood a appelé. C'est un avertissement amical. » Cette nuit-là, un mystérieux incendie électrique endommagea la salle des archives du palais de justice, détruisant précisément les dossiers de la période de la disparition de Léona. Le lendemain, Nana Serafina fut licenciée de l'emploi qu'elle occupait depuis 15 ans. Les propriétaires étaient des amis proches du juge. Puis, une assistante sociale des services de protection de l'enfance se présenta à leur porte, citant un rapport anonyme concernant de possibles délires et un coaching inapproprié. Nana Serafina lui tint tête. « Vous avez besoin d'un mandat pour entrer ici. » En larmes, elle appela Madame Rowe. « Ils essaient de me l'enlever. » Ce soir-là, le détective Vance se rendit seul à Riverside Road. Le grand sycomore se dressait en silhouette, exactement là où les vieilles cartes l'indiquaient. Rien d'évident à l'œil nu, mais l'endroit était parfait pour un enterrement. Son téléphone vibra. Un numéro inconnu. Hôtel Plaza, chambre 121. Dans 1 heure, info sur Léona. La femme qui ouvrit la porte était âgée, ses mains tremblantes. C'était l'ancienne secrétaire de Léona au journal. Elle enquêtait sur Blackwood, murmura-t-elle. Corruption, falsification de preuves. Elle avait tout. Elle tendit à Elias une carte de visite avec un numéro d'unité de stockage griffonné au dos. Elle m'a donné ça la veille de sa disparition. Elle a dit que si quelque chose lui arrivait, quelqu'un devrait regarder là-bas. J'avais trop peur. Quand leur eau et leur électricité furent coupées, Nana Serafina sut que l'étau se resserrait. Et Lara trouva une note glissée sous leur porte. « Les petites filles qui mentent disparaissent aussi. Elles passèrent la nuit chez Madame Rowe. » Alors qu'Elara s'endormait, une dernière vision lui vint. L'endroit exact sous le sycomore où gisait le corps de Léona, et une bague distinctive avec une pierre cassée qui était restée à son doigt. Le soleil se levait à peine quand on frappa violemment à la porte de l'appartement de Madame Rowe. 2 policiers en uniforme se tenaient dans le couloir, l'air sévère. « Nous cherchons Ruby et Elara Vance », déclara le plus grand. « Le juge Blackwood a déposé une ordonnance restrictive contre l'enfant. Elle doit rester à 500 pieds du palais de justice et de sa résidence. » Madame Rowe prit les documents. « Nous nous conformerons pendant que je dépose une requête pour faire annuler cette mascarade. » Elle referma fermement la porte. Ils essaient de la faire taire légalement maintenant. À midi, les services de protection de l'enfance avaient intensifié leur enquête, programmant une inspection du domicile et une évaluation psychologique pour Elara. Pendant ce temps, le détective Vance utilisait un jour de congé pour se rendre à l'entrepôt de stockage. Dans l'unité 49, il trouva une caisse en plastique contenant les recherches de sa sœur, des photocopies de documents judiciaires, des relevés financiers montrant des paiements de promoteurs à une société écran liée à Blackwood, et une liste d'affaires où des preuves avaient mystérieusement disparu. Le dernier élément était une enveloppe scellée, étiquetée « Assurance », contenant des photos de Blackwood acceptant des enveloppes d'argent.
De retour chez Nana Serafina, une pierre brisa leur fenêtre. Un dessin grossier d'une figure pendue y était attaché, avec les mots « Justice pour les menteuses ». Le harcèlement s'intensifia. Le directeur de l'école informa Nana que sa petite-fille était suspendue indéfiniment. Leurs voisins, qui les connaissaient depuis des années, les évitaient. La stratégie d'isolement fonctionnait. À travers tout cela, Elara continuait d'avoir des visions. « Il y a un témoin », murmura-t-elle pendant le dîner. « Un vieil homme qui pêchait cette nuit-là. Il a vu le camion de Blackwood près du sycomore. » Pendant ce temps, le juge Blackwood organisa une audience d'urgence sur la compétence d'Elara, affirmant qu'elle représentait un danger. L'audience fut programmée devant le juge Powell, le partenaire de golf de Blackwood. La ville de Cedar Creek était devenue un champ de bataille. Le détective Vance, lui, se heurtait à de plus en plus d'obstacles. Lorsqu'il tenta d'accéder à l'imagerie satellite de l'époque, ses identifiants furent révoqués. Il fut réaffecté à la circulation. « Quelle que soit la croisade dans laquelle tu t'es engagé, Elias, elle s'arrête maintenant », lui dit le chef de la police. Ce soir-là, Vance rencontra secrètement Madame Rowe et lui montra ce qu'il avait trouvé. « C'est suffisant pour une enquête officielle », dit-elle. « Pas à Cedar Creek », répondit sombrement Vance. « Le système est conçu pour protéger des hommes comme Blackwood. Nous avons besoin de preuves irréfutables. Nous devons retrouver son corps. » Le samedi matin, Elara se réveilla avec une clarté absolue. « Je dois aller au sycomore. Je peux montrer exactement où Léona est enterrée. » Malgré les risques, ils acceptèrent. Le détective Vance accepta de les y retrouver avec un chien renifleur de cadavres. Une voiture noire les suivit. En arrivant au sycomore, le détective Vance les attendait déjà. La voiture noire se gara un peu plus loin sur la route, un homme les observant avec des jumelles. Elara se dirigea directement vers un endroit précis. « Ici », dit-elle avec une certitude absolue. « Elle est là, sous 2 mètres de terre. Elle porte toujours sa robe bleue et une seule chaussure. » Le chien, recevant l'ordre de chercher, signala immédiatement l'endroit exact indiqué par Elara. L'homme dans la voiture passa aussitôt un appel. « Nous devons partir maintenant, » dit Vance. « Ils enverront des gens ici d'une minute à l'autre. » Alors qu'ils se précipitaient vers leur voiture, Elara s'arrêta. « Il y a une cabane de pêcheurs un peu plus bas. » Le vieil homme témoin. Son nom est Earl Thompson. Il a noté le numéro de plaque d'immatriculation de Blackwood dans son journal de pêche. Ils se rendirent directement à la limite du comté où un shérif ami de Vance les attendait. « Je vais envoyer des adjoints trouver ce Earl Thompson », promit le shérif. « Et je ferai passer le mandat de perquisition pour le site d'enfouissement par ma juridiction, pas celle de Cedar Creek. Mais vous devez tous disparaître pendant quelques jours. » Alors qu'ils s'enregistraient dans un motel miteux à 50 miles de là, les nouvelles locales rapportaient déjà que le juge Blackwood avait pris un congé d'urgence pour raison de santé. Le mur de protection construit à la hâte autour de lui commençait à se fissurer. La chambre du Pinewood Motel sentait le désinfectant et la fumée de cigarettes, mais elle était anonyme et sûre. Pendant qu'Elara dormait, Madame Rowe était au téléphone. « Quelque chose se passe à Cedar Creek. Les gens s'organisent. » À l'aube, le révérend de la New Hope Baptist Church se tenait sur le porche de Nana Serafina, examinant la fenêtre brisée et les insultes peintes. Derrière lui, des dizaines de membres de l'Église déchargeaient du matériel. « Ils s'en sont pris à l'un de nos enfants, » annonça-t-il. « Nous ne resterons pas les bras croisés cette fois-ci. » À midi, la fenêtre était remplacée, les graffitis repeints et un planning de surveillance de la maison mis en place. La communauté noire se mobilisait. L'absence du juge avait créé une opportunité que personne ne voulait gaspiller. Le téléphone de Madame Rowe sonna de nouveau.
C'était Ayanna Jackson, une journaliste d'investigation de la capitale de l'État. « J'embarque, dit-elle. Cette histoire a des racines plus profondes qu'une simple femme disparue. » Ayanna était trop puissante pour être intimidée par les autorités locales. Pendant ce temps, le détective Vance exposait la situation à l'agent du FBI Carla Rodriguez. « Les forces de l'ordre local sont compromises », déclara-t-il. L'agent Rodriguez hocha la tête, examinant les preuves. « Ces documents financiers, à eux seuls, justifient une enquête fédérale. » À Cedar Creek, Ayanna Jackson travaillait méthodiquement. Un schéma émergea rapidement. Pendant plus de 15 ans, Blackwood avait systématiquement statué en faveur des promoteurs immobiliers qui finançaient ses campagnes, en particulier dans les affaires concernant des propriétés dans les quartiers historiquement noirs. Ces décisions pénales étaient encore plus troublantes. Les accusés noirs recevaient des peines en moyenne 40% plus longues que les accusés blancs pour des crimes identiques. D'anciens employés du palais de justice, encouragés par l'anonymat, commencèrent à parler. Il appelait les accusés noirs voyous et animaux dans son bureau, révéla une sténographe à la retraite. Il disait que le quartier de Riverbend devait être nettoyé. Pendant ce temps, les adjoints du shérif avaient localisé Earl Thompson, maintenant âgé de 83 ans. Une fois assuré de sa protection, il raconta son histoire. La voix d'une femme s'élevant avec colère, puis le silence. Le visage de Blackwood clairement visible au clair de lune alors qu'il creusait. « J'ai noté son numéro de plaque dans mon journal de pêche », confirma-t-il. Fort de cette déclaration et de l'alerte du chien, le shérif obtint un mandat pour excaver le site. Juste avant l'aube, des experts légistes de l'État commencèrent le processus minutieux. Le détective Vance était là, observant. À la mi-journée, la nouvelle s'était répandue. Le juge Blackwood, tentant de fuir la ville, fut repéré à la gare routière. Approché par un journaliste, il hurla des obscénités racistes capturées par des dizaines de téléphones portables. La police locale, coincée, le plaça en garde à vue protectrice. De retour au sycomore, à 2 mètres de profondeur, exactement comme Elara l'avait prédit, les techniciens découvrirent des restes humains. La victime portait une robe bleue et il lui manquait une chaussure. Un médaillon en argent avec une pierre bleue était toujours accroché à ce qui restait de son cou. L'élément le plus révélateur était un badge de presse, dont le plastique avait suffisamment préservé le nom et la photo de Leona Vance. L'article d'Ayanna Jackson fut publié en ligne ce soir-là, détaillant le schéma de décision biaisée de Blackwood, ses liens financiers avec les promoteurs et les circonstances suspectes entourant la disparition de Leona Vance. La réaction du public fut immédiate et furieuse. Des manifestations se formèrent devant le palais de justice. Le FBI obtint des mandats de perquisition pour la maison et le bureau de Blackwood. Dans le tiroir de son bureau, ils trouvèrent le faux fond cachant le médaillon en argent de Leona. Dans son sous-sol, une boîte contenant son badge de presse, son enregistreur et un carnet. La cassette contenait un enregistrement de Leona confrontant Blackwood à ses preuves. Les tests ADN commencèrent immédiatement. La mère âgée de Leona arriva en avion, affirmant qu'elle n'avait jamais cru que sa fille était partie volontairement. « J'ai dit à la police à l'époque que quelque chose n'allait pas, » dit-elle en larmes. « Ils n'ont pas écouté parce que cet homme leur a dit de ne pas le faire. » Zora, regardant les informations depuis le motel, se tourna vers Nana Serafina. « Elle avait besoin que quelqu'un l'écoute, » dit-elle simplement. Elle essaie de raconter son histoire depuis 20 ans. Le bureau du médecin légiste de l'État bourdonnait d'activité. Sous les lumières vives, les restes de Leona Vance racontaient leur histoire. Traumatisme crânien, blessure de défense sur les mains. Dans le laboratoire adjacent, un technicien annonça
Nous avons des cellules épithéliales piégées dans le fermoir du bracelet. Ce n'est pas le profil de la victime. Quelques heures plus tard, cet échantillon correspondrait à l'ADN du juge Blackwood. Dans une salle de conférence du FBI, l'agent Rodriguez et le détective Vance examinaient les documents récupérés dans la résidence secondaire de Blackwood. Les notes manuscrites de Leona détaillaient des cas spécifiques où des preuves disculpatoires avaient été supprimées. Le document le plus accablant était une ébauche de son article final, jamais publié. Le procureur Alistair Blackwood a systématiquement sapé les droits constitutionnels des accusés noirs, avait-elle écrit. Au motel, Ayanna Jackson interviewait Elara. « Je sais juste des choses parfois », expliqua l'enfant. « C'est dans notre famille. » Interrogée sur la façon dont elle savait où Leona était enterrée, son expression devint lointaine. Elle me l'a montré, d'abord dans des rêves, puis plus clairement quand j'étais au tribunal. C'était comme regarder un film de ce qui s'est passé, mais je pouvais aussi sentir à quel point elle avait peur. À midi, les résultats de l'ADN étaient concluants. Les cellules sur le bracelet correspondaient à celles du juge Blackwood. Les preuves contre lui étaient devenues irréfutables. Un procureur spécial annonça de multiples accusations: meurtre au premier degré, obstruction à la justice, falsification de preuves, violation des droits civiques et corruption. En détention, la façade de Blackwood s'était complètement effondrée. Il alternait entre rage et désespoir, tentant de marchander des informations, puis recourant à des insultes raciales. Partout à Cedar Creek, la communauté prenait conscience de l'ampleur des crimes de Blackwood et du système qui l'avait protégé. Pour la communauté noire, ce n'était pas une surprise, mais une justification. Nous avons toujours su que le système était truqué contre nous, déclara le révérend James. Ce qui est nouveau, c'est que les gens sont enfin obligés de le voir. Le FBI élargit son enquête pour inclure d'autres fonctionnaires qui auraient pu être complices, notamment Silas Croft, le propriétaire. Le journal de Leona fournit les dernières pièces du puzzle. La dernière entrée, datée de la veille de sa disparition, disait « Je rencontre Blackwood ce soir au Sycomore. Il prétend vouloir fournir des documents, on dirait un piège, mais c'est peut-être ma seule chance. » Lundi matin, Madame Rowe déposa des requêtes pour annuler toutes les ordonnances d'expulsion signées par Blackwood, y compris celle de Nana Serafina. La Cour suprême de l'État émit un sursis d'urgence. Pour la première fois en 20 ans, la mère de Leona Vance dormit toute la nuit. « Ma Catherine peut se reposer maintenant, dit-elle, sachant que son travail sera enfin achevé. » 3 mois plus tard, le procès s'ouvrit. La salle d'audience était bondée. Le juge Alistair Blackwood, diminué dans sa combinaison orange, était assis à la table des accusés. « L'État appelle Elara Vance », annonça le procureur. Elara entra, sa petite silhouette semblant encore plus minuscule dans l'immense salle. L'avocat de la défense avait lutté pour exclure son témoignage, mais la juge avait statué que son exactitude démontrée le rendait pertinent. Elara décrivit ses visions avec une simplicité désarmante, mais des détails d'une précision chirurgicale. « J'ai vu le juge Blackwood frapper Madame Leona avec une pelle quand elle s'est retournée, témoigna-t-elle. Lors du contre-interrogatoire, l'avocat de la défense tenta de la discréditer. « N'est-il pas possible que vous inventiez tout cela pour attirer l'attention ?» Elara regarda directement Blackwood. « Je ne voulais rien de tout ça. La connaissance vient quand elle est nécessaire, pas quand je le veux. » Sa sincérité était dévastatrice. Le procès se poursuivit avec des experts, des témoins et le témoignage poignant d'Earl Thompson. Mais le moment le plus choquant vint de Blackwood lui-même. Contre l'avis de son avocat, il prit la barre. Lors du contre-interrogatoire,
le procureur diffusa l'enregistrement de sa dernière conversation avec Léona. Alors que l'enregistrement jouait, le sang-froid de Blackwood se brisa. Il se leva d'un bond, le visage déformé par la rage. « Elle détruisait tout ce que j'avais construit !» cria-t-il. « Ces gens auraient envahi nos quartiers. Quelqu'un devait maintenir l'ordre. J'ai protégé cette ville. J'ai gardé ces gens à leur place. » Sa confession involontaire, chargée d'un racisme explicite, avait scellé son destin. Le jury délibéra pendant seulement 4 heures avant de rendre un verdict de culpabilité sur tous les chefs d'accusation. À l'extérieur du palais de justice, la mère de Léona embrassa doucement Elara. « Tu as rendu justice à ma fille », murmura-t-elle. Les retombées de la condamnation furent immenses. Des dizaines de condamnations furent annulées. Des hommes qui avaient passé des années en prison furent libérés. Le plan de développement corrompu de Silas Croft fut démantelé et ses biens vendus à une fiducie foncière communautaire pour garantir des logements abordables. Le juge Blackwood fut condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Le palais de justice fut rebaptisé le Léona Vance Justice Center. Pour Elara et Nana Serafina, la vie reprit lentement son cours. Elles retournèrent dans leur maison, désormais protégées. Un samedi chaud, 1 an plus tard, Elara se tenait devant la plaque commémorative nouvellement installée au centre de justice. Le relief en bronze montrait Léona, tenant un carnet, le regard déterminé. L'inscription disait « À la mémoire de Léona Vance, journaliste et chercheuse de vérité, dont le travail se poursuit à travers tous ceux qui s'opposent à l'injustice. » Elara traça les lettres du bout des doigts, ressentant un lien paisible avec la femme dont la voix avait voyagé à travers 20 ans pour la trouver. « L'écho ne vient plus aussi fort maintenant, dit-elle à Nana Serafina. Je pense que Léona est en paix. » Nana Serafina hocha la tête, enlaçant les épaules de sa petite fille. « Le don vient quand il est nécessaire, mon trésor. Tu as été la voix de la vérité quand personne d'autre ne pouvait la dire. » Ensemble, elles descendirent les marches, passant devant l'endroit où Elara avait, pour la première fois, défié un système corrompu, dans une communauté changée à jamais par le courage d'un enfant et une vérité qui refusait de rester enterrée.